Mais dans certains cas, même des riches condamnés ne peuvent pas échapper aux prisons traditionnelles. Il leur reste une dernière option, les consultants en enfermement. Le futur détenu lui paye entre 1000 et 15 000 $ pour apprendre les codes de la prison. Larry s'y connaît, lui-même a passé 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue et possession d'armes. Seal Beach, petite banlieue tranquille de Los Angeles, ses plages, ses surfeurs et sa prison 4 étoiles, l'une des 15 de Californie. Loin des grands ensembles, des miradors et des bergers allemands, un centre de détention miniature où ne sont retenus qu'une dizaine de prisonniers au maximum. Mais le prix est élevé, ici comme à l'hôtel, il faut payer sa nuit. Ça, c'est la partie dortoir. Les prisonniers qui vivent ici doivent payer 100 ou 120 $ par jour. Tout dépend s'ils ont la permission de sortir travailler ou pas. Ils sont logés dans ce dortoir général. Chaque cellule peut accueillir 4 personnes. Si vous souhaitez une pièce pour vous tout seul, nous louons ces lits à 240 $ par nuit. Ça offre un peu plus d'intimité. Vous n'avez pas à partager la pièce avec quelqu'un. Un confort relatif, mais c'est surtout l'angoisse des prisons ultra-violentes qui pousse les détenus dans ces murs. La douche est individuelle ici. On n'a pas un système de douche commune. Donc chaque individu peut venir et prendre sa douche tout seul. Sur les murs, la mascotte de la prison, Sammy, censée apaiser l'atmosphère. Et la cour n'a rien d'un coupe-gorge. La cour est plutôt simple. Il y a quelques tentes pour protéger les gars du soleil, qu'ils puissent se relaxer un peu. Ils peuvent manger, boire, amener leur café et même méditer. Ce détenu, par exemple, aime bien méditer et prendre l'air. Aujourd'hui, Robert, l'un des 3 prisonniers actuels, reçoit une visite dans la cour comme il en a le droit. Il purge une peine de 2 ans pour avoir provoqué la mort de son meilleur ami alors qu'il était ivre au volant. Il doit verser chaque mois 3 000 $ à la prison. À sa sortie, sa note s'élèvera à 72 000 $, un peu plus de 50 000 €. Quand tu pèses le pour et le contre, il vaut mieux payer très cher et être dans cette prison. Le standard d'hygiène est plus élevé, il y a une meilleure sécurité et beaucoup moins de violence. Et pour ces 50 000 €, voici ce à quoi Robert a accès. Un frigo rempli, les détenus peuvent se faire à manger eux-mêmes. Et une cuisine équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière. Une liberté de mouvement à l'intérieur de la prison et quelques avantages, comme une bibliothèque remplie de livres et de DVD et une télé à disposition. Mais surtout, des codétenus fréquentables. Cellule numéro 1, lit numéro 2. C'est ma maison depuis 10 mois et pour les 14 prochains mois. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour venir ici. Généralement, ils ne vont pas faire des choses stupides, être violents, se disputer à propos de trucs sans importance et perdre leur argent, puis se faire expulser et finir là où ils ne voulaient pas aller. Des arguments convaincants pour ceux qui ont peur de la prison et surtout qui peuvent se payer la paix derrière les barreaux. L'établissement est privé et comme tout bon chef d'entreprise, son responsable a même lancé une campagne de pub dans les journaux. Permission de travailler, écran plat, lecteur DVD, ordinateur, un établissement propre avec des lits neufs. Nous avons reçu des dizaines d'appels et d'emails en réponse à cette pub. C'était le but. Mais même si on n'avait eu qu'un seul coup de fil et qu'une seule personne avait passé 10 jours ici, ça aurait remboursé le prix de la pub. Ce n'est pas grâce à la pub que Barry, un chef d'entreprise, a atterri dans une prison dorée californienne. L'année dernière, il a été condamné pour fraude fiscale à 3 mois ferme. Il les a passés ici dans un établissement payant à 85 $ la nuit. L'addition, 7 650 $. Dans cette prison, c'est plus facile. Ce sont en général des gens qui ont bien réussi qui sont ici. C'est une sorte de prison de luxe ? Oui, on peut dire ça comme ça. Même si une prison de luxe, ça n'existe pas. Mais quitte à choisir, c'est bien mieux qu'une prison classique. Bonjour Rudy. Entre. C'est son avocat qui lui a dégoté une place en prison payante. Car il ne suffit pas d'être riche pour pouvoir y séjourner. Il faut convaincre le juge qui peut bloquer une admission. Barry a obtenu l'autorisation de ne rester que la nuit derrière les barreaux. Un salut, selon lui.
Ils demandent si on a un passé violent, si on prend des drogues, si on est en bonne santé et si on peut travailler. J'ai eu l'avantage de pouvoir sortir tous les matins et d'aller au boulot, et de continuer de travailler sans risquer de voir ma société fermer ses portes. Quand j'ai réalisé qu'on ne pourrait pas gagner le procès, j'ai cherché à rendre sa peine la moins dure possible. Mais dans certains cas, même des riches condamnés ne peuvent pas échapper aux prisons traditionnelles. Il leur reste une dernière option, les consultants en enfermement. Un métier qu'a inventé Larry Levine. Le principe est simple, le futur détenu lui paye entre 1000 et 15 000 $ pour apprendre les codes de la prison. Larry s'y connaît, lui-même a passé 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue et possession d'armes. Aujourd'hui, son client est nerveux, Harry, 60 ans, attend dehors. Il craint de devoir être emprisonné pour avoir vendu de la marijuana. Je n'ai jamais dû faire face à ce type de pression dans ma vie. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un qui connaît son sujet, qui a l'expérience que je n'ai pas. Début de la séance. Asseyez-vous. Le consultant et son associé débitent des conseils censés rassurer le client. Nous ne faisons pas de miracle, on va juste limiter les dégâts. Ne coupez pas une file d'attente. Attendez que la personne ait terminé son appel téléphonique. Ne vous asseyez pas sur le lit de quelqu'un, à moins qu'il ait dit que c'était OK. Ne jamais prendre quelque chose par-dessus l'assiette d'un autre prisonnier. Ça se fait pas. On ne veut pas vous rendre parano, mais faites gaffe. Soyez vigilants. Faites attention à ce que vous faites. Difficile de dire si les chers conseils du consultant seront utiles, mais Larry Levine a trouvé un filon. Son entreprise est prospère. Plus on est riche, plus la justice est favorable, un principe qui n'est pas nouveau aux États-Unis. Mais l'émergence des prisons payantes et des consultants hors de prix révolte Scott Johnson. Cet avocat, souvent commis d'office, regrette que le confort des établissements pour clients aisés ne soit pas réservé à tous. C'est un système discriminatoire. Si vous pouvez payer, vous pouvez vivre une expérience différente de ceux qui n'en ont pas les moyens. Ces prisons payantes promettent un environnement plus sûr, à l'écart des gens dangereux. Mais en fait, ils veulent parler des minorités, les Noirs, les Latinos, les gangs. Les détenus les plus pauvres dont parle l'avocat n'ont jamais droit aux prisons 4 étoiles. L'immense majorité des prisonniers californiens survit dans des conditions déplorables. Selon les dernières statistiques, il serait plus de 120 000 dans l'État, dans des bâtiments conçus pour en accueillir 80 000. Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Le 14 septembre dernier, Matthew Miller, un Américain de 24 ans, est condamné à 6 ans de camp de travail par un tribunal nord-coréen. Il est accusé d'espionnage et d'avoir commis des actes hostiles à l'encontre du régime. Pas plus de précision. Matthew Miller est le 3e citoyen américain emprisonné en Corée du Nord en 2 ans. Avant lui, il y a eu Kenneth Bae, d'origine coréenne, 46 ans, il est enfermé depuis 2 ans. Lui est accusé de complot pour renverser le régime et de prosélytisme religieux. Il a été condamné à 15 ans de camp de travail. Enfin, Jeffrey Fall, 56 ans, a été arrêté le 29 avril dernier. Il attend depuis 5 mois d'être jugé. Lui aussi est accusé de prosélytisme religieux. À chaque fois, les autorités sont floues sur les raisons de leur arrestation. C'est la chaîne CNN qui, le 1er septembre, recueille les dernières déclarations de ces 3 prisonniers de Pyongyang. Un peu par hasard, l'équipe de reporters couvre un match de catch en Corée du Nord lorsque les autorités locales la déroutent de son objectif. Les journalistes se retrouvent dans une chambre d'hôtel avec Kenneth Bae pour une interview exclusive et clairement orchestrée par le régime nord-coréen. J'ai besoin de l'aide du gouvernement américain. Ma santé décline depuis que l'on m'a transféré de l'hôpital vers le camp de travail. J'ai déjà perdu 7 kilos. Ça devient difficile de rester dans le camp maintenant. Dans la chambre d'à côté, il y a Matthew Miller et Jeffrey Fall, dont les interviews semblent avoir été dictées
par les autorités nord-coréennes. J'ai reconnu ma culpabilité auprès du gouvernement. J'ai déjà admis ma culpabilité et présenté des excuses au gouvernement nord-coréen et j'implore son pardon. J'implore le pardon du peuple et du gouvernement nord-coréen. J'ai désespérément besoin d'aide. Des autocritiques publiques dignes des procès staliniens. Qui sont Jeffrey Fall, Kenneth Bae et Matthew Miller? Et que faisaient-ils sur le territoire nord-coréen? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Je suis parti sur leurs traces, aux États-Unis. Voici l'église baptiste de Jeffrey Fall. Jeffrey Fall est un évangéliste accusé de prosélytisme chrétien. Un crime pour le régime nord-coréen. On lui reproche d'avoir laissé une Bible dans un club de ce pays communiste et anticlérical. J'ai pénétré en caméra discrète dans cette église pour demander si Jeffrey a été effectivement envoyé comme missionnaire pour faire de la propagande en Corée du Nord. Il n'y a jamais eu aucun missionnaire de notre église qui soit parti en Corée du Nord. Vous n'avez jamais envoyé de missionnaire pour évangéliser la Corée du Nord? Non, la Corée du Nord a des lois et ce serait contre leurs lois. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Je n'en saurais pas plus. La secrétaire de l'église de Jeffrey Fall me renvoie au porte-parole de la famille. À quelques kilomètres de l'église, le cabinet de Timothy Tapp, un avocat évangéliste lui aussi, désigné par l'église pour défendre la famille du prisonnier. Il nous affirme que Jeffrey est parti comme simple touriste. L'avocat préfère parler de la situation économique dramatique de ce père de famille, devenu chômeur après son arrestation. Voici Jeffrey, sa femme Tatiana et leurs 3 enfants. Jeffrey a perdu son poste à la mairie de Moraine. Il a épuisé tous ses congés payés. À la fin du mois de septembre, son contrat a été rompu. Il n'a plus de revenus et donc sa famille est sans ressources. Nous souhaitons le retour de Jeffrey à la maison plus que tout au monde. À la veille du procès de Jeffrey Fall, l'avocat reste prudent dans ses propos. Il ne veut pas le mettre en danger. L'homme risque plusieurs années de camp de travail, comme Kenneth Bae, condamné à 15 ans de goulag pour prosélytisme. Mais la différence, c'est que les proches de Kenneth Bae ne cachent pas quel était l'objectif de ses voyages. John Geisler est l'un de ses amis. C'est un évangéliste militant. Il a fondé un resto du cœur chrétien qui nourrit gratuitement 18 000 personnes. Comment ça va? Tu veux en partager avec moi? Et toi, tu veux? Toi, tu veux partager avec moi? Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Avant d'évangéliser, vous devez gagner leur confiance. Pour gagner cette confiance, il fallait d'abord fabriquer et vendre ce produit ensemble. Et ensuite, on aurait partagé notre foi avec eux. Mais pourquoi aller en Corée? C'est l'un des pays les plus obscurantistes du monde. À cause de leur idolâtrie, vous savez qu'ils idolâtrent leur grand leader, comme un dieu. À chaque fois qu'il y a de l'obscurantisme religieux, il y a une crise économique. Et les gens meurent de faim et souffrent à cause de ça. Kenneth Bae est reparti plusieurs fois en Corée du Nord, mais sans son ami. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Cette année-là, il a été arrêté. Depuis, il croupit dans l'un des nombreux camps de travail nord-coréens, réputés pour leur dureté. Yoon Ali en a fait l'amère expérience. En 2009, cette journaliste américaine a été condamnée à 12 ans de camp parce qu'elle enquêtait sur ces Coréens qui fuient la dictature communiste. Elle le raconte dans une autobiographie. Après un mois d'interrogatoire, ils m'ont permis de faire des promenades de 30 minutes par jour. Mais le plus dur, c'était l'isolation.
Il n'y avait personne pour me tenir compagnie. J'étais seule à regarder le plafond toute la journée. C'était dur. Une seule journée me paraissait durer une semaine. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis rentrée de Corée du Nord, mais je souffre toujours d'une blessure qui ne cicatrisera jamais. Après 6 mois de prison, Yoon Ali est libéré. Le gouvernement américain a envoyé Bill Clinton en personne aller la chercher. David Straub est un ancien diplomate. Il était dans l'avion avec l'ex-président. Pour lui, la situation actuelle des prisonniers américains est bien plus délicate. Aujourd'hui, Washington ne veut plus rien céder. Du point de vue américain, la Corée du Nord a pris ces 3 personnes en otage pour faire chanter le gouvernement de Washington, afin qu'il envoie des émissaires renommés sur place. En forçant un ex-président à venir en Corée du Nord, ils satisfont leurs besoins émotionnels et politiques. Ils veulent montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Et en libérant les otages, ils montrent leur droiture. L'idéologie officielle de la Corée du Nord, c'est que si le pays est aussi pauvre, c'est uniquement à cause des sanctions économiques américaines. Alors, je crois qu'ils veulent prendre leur revanche. Un esprit de revanche qui a sans doute coûté la liberté à Matthew Miller. Lui n'était pas évangéliste ni politisé. Plutôt un aventurier illuminé qui a déchiré son passeport et demandé l'asile politique à la Corée du Nord. Pour Pyongyang, c'est un espion américain. Des accusations absurdes au regard de son profil. Les 3 hommes risquent de rester encore longtemps derrière les barreaux, et ce ne sont pas les seuls. Selon Amnesty International, il y aurait aujourd'hui en Corée du Nord 200 000 prisonniers, dont la moitié pour des raisons politiques. Suit une scène quelque peu surréaliste. Le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime! À 3 heures de route de la capitale, Séoul, un petit chemin en retrait mène à ce bâtiment aux allures d'immeubles de bureaux modernes. Aucun mirador, des caméras de surveillance invisibles, il s'agit pourtant d'une prison. Il est 7 heures, premier briefing très étonnant pour les gardiens de jour. Bonjour messieurs, nous sommes vendredi et les détenus vont être tristes de ne pas pouvoir passer le week-end avec leur famille. Alors je vous demande vraiment d'être très gentil avec eux aujourd'hui. Bien sûr, notre travail est d'assurer la sécurité dans la prison. Mais ici, nous demandons aux gardiens d'ouvrir leur cœur, de considérer les détenus comme leur propre famille. Cette chaleur humaine, c'est le point de départ de notre mission. Et notre mission ici, c'est de sauver des âmes. Rien que ça, la prison de Somang, la prison de l'espoir en coréen, est le premier établissement pénitentiaire d'Asie géré par une coalition d'églises évangéliques. Sur les blousons de certains prisonniers, Praise the Lord, louez le Seigneur. La prison a ouvert ses portes, si l'on peut dire, en 2010. David Liu est le chef de la communication de Somang. Ici, nous sommes dans l'aire de vie. Il y a 4 ailes et vu du ciel, ça dessine une croix. Il a auparavant officié 10 ans dans une église coréenne aux États-Unis. C'est lui qui encadre notre visite pour promouvoir ce nouveau modèle de réinsertion. Un modèle religieux, sorte de purgatoire pour les vivants, avec un côté sympa en plus. Ici, c'est l'endroit où se passent les moments importants et très touchants pour les nouveaux détenus. C'est là que nous les accueillons quand ils arrivent, on prend le temps de leur parler, on les encourage et on leur fait un câlin. Bonjour. Bonjour, comment ça va mon frère? Allez, travaille bien aujourd'hui. Entre 2 câlins, David tient à nous rappeler que le programme de réinsertion se veut tout de même très sérieux. Ici, c'est notre atelier de transformation du bois.
Les prisonniers passent ici 40 heures par semaine, au contact d'objets coupants ou dangereux. La tentation fait partie de la rééducation. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu aucun problème. Pas d'accident, pas de bagarre. Avoir ces objets à disposition fait partie du processus de réinsertion. Parce qu'on pense que si les détenus ont confiance les uns envers les autres, c'est une façon de libérer leur âme. Si la recette fonctionne, c'est aussi parce que Somang ne gère que 375 détenus sur les 48 000 que compte le pays. Et surtout, ici, on n'accepte pas n'importe qui. La prison refuse par exemple les toxicomanes, les membres de gangs et les militants pro-Corée du Nord. Trop compliqué à gérer. Certains ont commis des crimes violents, mais leur peine ne doit pas dépasser 7 ans. Parmi ces détenus modèles, il y a les chouchous de l'administration. Ils sont réunis dans l'aile dite de l'autonomie, la seule que nous aurons le droit de visiter. Bienvenue. Ça, c'est notre cellule. On dort à 5 ici, mais c'est vraiment confortable. Et là, regardez, on a même une salle de bain, avec des toilettes. Une aile réservée aux détenus en fin de peine et à ceux qui ont un comportement dit exemplaire. Comme Monsieur Cho, emprisonné pour violences sexuelles. Ici, il peut regarder la télévision et circuler librement. Moi, j'étais dans une prison publique avant. C'était très dur et je voulais vraiment venir ici. Tout le monde veut venir ici. Mais moi, j'espère que les gens veulent être transférés à cause de leur amour pour Dieu, et pas seulement pour le confort qu'on a à Somang. La prison recrute sur dossier. Amen. Et bien sûr, mieux vaut avoir le profil, être croyant ou susceptible d'être converti. Dans ce chapitre, Matthieu dit « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés ». Pourtant, officiellement, la prison est ouverte à toutes les religions. Mais de la sécurité aux cuisines, son personnel est intégralement recruté dans les églises évangéliques. Comme Limba, un surveillant de 26 ans, entièrement dévoué à l'institution. Oui, bien sûr qu'ici nous faisons la promotion de notre religion, le christianisme. Mais il n'y a qu'une seule prison de ce genre, contre 50 publics au moins. Moi je pense que nos impôts devraient financer encore plus d'institutions comme la nôtre, parce que nous avons la bonne orientation. La bonne orientation, question de point de vue. Mais les évangélistes ont réussi à faire financer ce vivier d'âmes à convertir par l'État, qui a prêté les 20 millions d'euros nécessaires à sa construction et qui assure les frais de gestion. D'ailleurs, la prison a été inaugurée sous la présidence du conservateur Lee Myung-bak, un croyant fervent. Et l'actuel ministre de la Justice est un membre fondateur de la congrégation qui dirige Somang. Kim Duk-jin, un militant du Comité catholique des droits de l'homme, dénonce depuis des années la collusion entre l'État et les évangélistes. Dans leur prison, non seulement les évangélistes peuvent allègrement prêcher leur religion, mais en plus c'est aussi pour eux un merveilleux outil de communication avec des histoires émouvantes de rédemption. Le genre d'histoire qui attire les donations. Ils mettent toute leur force dans la conquête de nouveaux fidèles. Retour à la prison idéale pour une autre journée étonnante. Ce jour-là, comme 2 fois par an, tout le monde en ligne! C'est la fête du cœur. Allez, on est les meilleurs! Un rassemblement sportif pour les détenus et leurs surveillants, le tout dans une ambiance de kermesse. Pas de risque d'émeute. Les prisonniers ont trop peur de se faire virer de cette prison tranquille. Ça vaut bien une petite conversion. Moi, j'étais bouddhiste, mais en arrivant ici, j'ai rencontré Dieu et je me suis converti. Ici, c'est mon paradis. Et ma religion m'aide à racheter mes péchés et à devenir meilleur. Et hop, un de plus. Suite une scène quelque peu surréaliste. Le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime!
Cet ancien procureur, qui rêvait évidemment de devenir pasteur, est fier de son petit miracle, des prisonniers heureux et dociles comme des agneaux. Si on est ici, c'est qu'on a commis des fautes. Mais le directeur nous a toujours traités de façon humaine. C'est pour ça que je lui dis que je l'aime. C'est beau. Jésus-Christ est ma Bible. Jésus-Christ est mon espoir. La prison de l'espoir est sa prison. Accusée de prosélytisme, la congrégation met en avant des statistiques apparemment imparables. Seuls 2,5% des détenus de Somang récidivent à leur sortie, 10 fois moins que dans les prisons publiques. Mais après seulement 4 ans d'activité, ces chiffres sont-ils vraiment significatifs? Bravo, continue comme ça. Le pasteur Kim, un membre influent de la congrégation, est venu distribuer des récompenses aux détenus exemplaires tout en prêchant sa bonne parole. Je leur dis que Dieu est le seul et unique sauveur. Si vous croyez en lui, vous êtes déjà pardonné sur le plan spirituel, même si votre corps reste derrière les barreaux. Ceux qui croient en Jésus seront en paix ici, comme à l'extérieur de la prison. Les évangélistes de la prison de l'Espoir revendiquent aussi une autre réussite, celle d'avoir baptisé plus de 150 détenus en 4 ans. Et la congrégation travaille déjà avec le gouvernement sur son prochain projet, un centre de détention pour mineurs. Des détenus encore plus facilement influençables, diront les mauvaises langues. On leur a mis un petit panneau pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on les a pas prévenus. Je suis là depuis 10 ans et j'en ai vu que 3 s'échapper. C'est pas si mal. Sur combien? 16 000 détenus qui sont passés par ici. Faut croire qu'ils nous trouvent sympas. Alerte maximale dans l'Ouest américain. Chaque année, la Californie brûle. Sans relâche, des milliers de pompiers luttent contre les flammes avec des alliés pour le moins étonnants. Des prisonniers, 4500 prisonniers. Comté de San Diego, au sud de la Californie. En plein désert, une prison à ciel ouvert. C'est l'une des 45 casernes de pompiers taulards que compte l'État. Ils sont une centaine ici, tous volontaires, dealers, braqueurs, membres de gangs. Pour intégrer le camp, il faut être en fin de peine et ne pas avoir de sang sur les mains. Une fois sélectionnés, les prisonniers seront pompiers jusqu'à leur sortie, sans repasser par la case prison. L'équipe 5, en route. Les prisonniers partent en mission à l'extérieur. À la tête de cette escouade de taulards, un pompier professionnel au casier vierge, le capitaine Jeremy Sanders. Au camp, les prisonniers sont surveillés par mes collègues de la prison. À l'extérieur, ils sont sous ma responsabilité. Aujourd'hui, entraînement. Ils doivent apprendre à éteindre un feu en un temps record. Et ça ne se fait pas à main nue, évidemment. Voici les outils. Bêche, pioche, hache et tronçonneuse, pas de quoi effrayer le capitaine. C'est vrai qu'il y a quelques outils dangereux ici. Mais on a besoin d'outils affûtés pour arrêter un feu. Ça demande beaucoup d'efforts et ces gars-là travaillent très dur. L'entraînement est dur, comme le seront les vraies missions. D'autant que ces galériens du feu sont systématiquement envoyés dans les zones les plus difficiles d'accès. C'est un peu une punition, voilà ce que je ressens. Il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils sont toujours en train de purger leur peine. Après 1 heure de marche, l'équipe se met en ordre de bataille, sans rechigner. On va attaquer par là, à partir des buissons. Équipe 5, on y va. Allez, les tronçonneuses d'abord. Celui qui donne les ordres, c'est Robert, 37 ans, dont 15 passés derrière les barreaux pour trafic de drogue. Ça vous pose un homme. C'est lui le chef d'équipe, après le capitaine évidemment. Robert sait y faire. Vous avez déjà été chef en dehors de la prison? En quelque sorte, oui. J'appartenais à un gang. Je foutais ma vie en l'air à l'époque et j'en suis vraiment pas fier. Aujourd'hui, je fais tout mon possible pour m'améliorer. C'était dur de faire partie d'un gang. Les détenus ont déblayé le terrain et creusé des tranchées par feu. Fin de l'entraînement.
Retour au camp. Les matons reprennent la main. Tu dois vider ta cantine. Tourne-toi. Les détenus sont systématiquement fouillés pour éviter toute contrebande et toute introduction d'armes sur le site. Voici le lieutenant Balvance, le directeur du camp, qui navigue en terrain conquis. Comment ça va? Très bien. Vous passez une bonne journée? Bonjour, lieutenant. Vous ne faites pas de bêtises, hein? Non, monsieur. Le camp ne compte qu'une dizaine de gardiens non armés. Pas de mur ni de mirador ici, juste une simple barrière à ne surtout pas franchir. On leur a mis un petit panneau pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on les a pas prévenus. Je suis là depuis 10 ans et j'en ai vu que 3 s'échapper. C'est pas si mal. Sur combien? 16 000 détenus qui sont passés par ici. Faut croire qu'ils nous trouvent sympas. Ils n'ont surtout pas envie de retrouver les prisons traditionnelles, surpeuplées, dangereuses. Les autorités refusent de donner des chiffres, mais il y aurait 5 demandes pour une acceptée. Par précaution, ils sont quand même comptés toutes les 2 heures. En intégrant ce camp, les détenus voient leur peine diminuer de moitié. En moyenne, ils gagnent 1 an de liberté. Robert et ses hommes font de la muscu tous les jours. Ça fait partie du deal, être en super forme pour assurer sur les incendies. Ils doivent aussi accepter de se mélanger entre différents groupes ethniques pour préparer leur réinsertion. La vie ici est beaucoup plus agréable qu'en prison. Robert, le chef d'équipe, a même une chambre qu'il partage avec son second. Ici, c'est mon petit chez-moi. C'est là où je vis. On a une douche privée avec une porte coulissante, c'est génial. Ça, c'est une photo de moi avec mon père et mon frère. À l'époque, j'étais en cavale, recherché par la police. Je me sens mieux aujourd'hui dans mon corps et dans ma tête en étant ici. D'ailleurs, mon capitaine m'a écrit 3 lettres de recommandation pour intégrer une caserne à ma sortie. Je vais peut-être postuler cette fois, on verra ce que ça donne. En tout cas, je prie pour que ça marche. Il sortira l'été prochain s'il ne fait pas de bêtises. Pour l'instant, en l'absence d'incendie, le quotidien de Robert et de ses compagnons, c'est surtout du débroussaillage au service de la communauté. 6 heures de travail par jour, sous un soleil de plomb. Combien vous gagnez pour ça? $1, $1,20. Par jour? Par jour, oui. Une opération très rentable pour les municipalités. Combien vous coûte cette équipe? Je sais pas si j'ai vraiment le droit de vous le dire. Pas grand-chose. Une équipe me revient à $300 la journée. Au lieu de combien? Au lieu de $4 000. C'est une très bonne affaire. Ils payent leurs dettes à la société. Vous savez, ils sont contents de faire ça. À 17 centimes de l'heure, pas si sûr. Chaque année, la Californie économise 80 millions de dollars en travaux publics sur le dos de cet olard. Au nord de la Californie, un incendie a fait des ravages. Le feu est maîtrisé à 80%, la zone est dévastée. Il faut maintenant ratisser le terrain pour empêcher un nouveau départ de feu. C'est le boulot des taulards-pompiers. Nous suivons une autre équipe que celle de Robert. Voici Freddy, le chef d'équipe, qui purge une peine pour homicide involontaire. Vous aviez déjà imaginé faire ça un jour ? Jamais dans mes rêves les plus fous. C'est une expérience forte, c'est amusant. Et puis c'est toujours mieux que d'être derrière les barreaux. Un travail de fourmi attend Freddy et son équipe. Il faut étouffer la moindre braise cachée sous les cendres dans cette zone encore à haut risque. À tout moment, ça peut mal tourner. Et on peut tous y perdre la vie. Mes gars, je ne les vois pas comme des détenus. Ils mettent leur vie en danger pour protéger le bien des autres. Ce sont de vrais pompiers. De vrais pompiers, payés 20 fois moins cher que leurs collègues professionnels. Seuls les risques sont les mêmes. Officiellement, le programme favorise leur réinsertion. Et ça a l'air de marcher. D'après l'administration pénitentiaire, le taux de récidive de ces pompiers taulards est de 30%.
Dès que ces filles arrivent à l'hôpital, la première chose que font les médecins, c'est alerter les autorités. Avant même d'avoir fait un diagnostic, avant même de savoir avec certitude s'il s'agit d'une fausse couche ou d'un avortement. San Salvador. La prison pour femmes de Ilopango se trouve à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Derrière ces grilles, 2500 détenus, condamnés pour des braquages, du trafic de drogue ou des assassinats. Mais parmi elles, il y a aussi plus de 30 femmes qui purgent des peines de 20 à 40 ans de prison pour des avortements. Le Salvador est un des pays les plus répressifs au monde en matière d'IVG, considéré comme un homicide et puni comme tel. On va vérifier vos identités avec le chef. Vous rentrez avec le matériel de tournage ? Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer à l'intérieur de la prison. On va à la fouille, par ici. Les services pénitentiaires nous ont envoyé Napoléon. Il va nous suivre et nous filmer tout au long de notre visite. C'est une question de sécurité. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes avec des journalistes? C'est pour qu'on ne puisse pas passer des objets aux prisonnières? Je ne peux pas vous dire, j'obéis aux ordres. C'est une question de sécurité. Nous ne pourrons voir que la première cour de la prison. Buenos días. Good morning. Ah, good morning. À première vue, les prisonnières ont l'air plutôt bien traitées. Ici sont regroupés les détenus en fin de peine ou en liberté conditionnelle. Elles ont un petit jardin et même le droit de téléphoner. Mais ces images sont trompeuses. Derrière cette porte, la réalité de la prison. Un centre surpeuplé, prévu pour 500 personnes et qui en abrite 5 fois plus. Mais ça, nous n'avons pas le droit de le filmer. Vous ne pouvez pas faire d'image par là-bas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous n'avez pas l'autorisation pour le faire. Nous avons pu parler à plusieurs femmes condamnées pour avortement. Ces 4 détenues purgent toutes des peines de plus de 30 ans de prison. À gauche, Maria Teresa a pris le maximum, 40 années de détention. Le délit d'avortement ici, c'est le pire de tous. Les autres femmes nous discriminent et nous maltraitent. L'une d'entre nous a même été frappée. Moi, on ne m'a jamais frappée, mais les attaques psychologiques, les mots, font encore plus mal. Elles nous traitent de meurtrières, elles nous disent que nous sommes des mauvaises mères. Des mots très durs qui font mal. Pourtant, Maria Teresa ne s'est même pas fait avorter. Elle a fait une fausse couche. Quand elle a perdu son bébé, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais pour la justice, toute fausse couche est suspecte. J'ai juste senti que quelque chose tombait. Je me suis nettoyée. J'avais du sang partout. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont commencé à me soigner. Et ils me demandaient où est le bébé. Et je disais quel bébé? Parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Les infirmières qui me soignaient ont alors fait un rapport. Elles ont appelé la police et la police est venue me chercher. Lors de son procès, le docteur de Maria Teresa confirme qu'il s'agit d'une fausse couche. Mais la jeune femme est envoyée en prison, malgré tout. Alba aussi a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 5 mois. À peine arrêtée, elle est déjà condamnée. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais déjà menottée à mon lit. On m'a dit que j'étais arrêtée pour homicide aggravé contre mon bébé. Après, tout s'est passé très rapidement. On m'a déférée devant la justice et on m'a condamnée directement. Dès que je suis rentrée dans le tribunal, le juge a dit que j'étais coupable. Ça a duré 5 minutes et ils m'ont condamnée. Il ne m'a même pas laissé parler. Je n'ai même pas eu ce droit. Maria Teresa, Alba et les autres retournent dans leurs cellules, pour peut-être encore plusieurs décennies. Depuis le changement de la loi en 1998, les associations estiment que 130 femmes ont été condamnées pour de simples fausses couches.
le Parlement de San Salvador. Dans ce pays très catholique, l'influence de l'Église est visible jusque dans l'hémicycle. Patricia Valdivieso est députée d'Arena, le parti de droite qui a fait voter en 1998 une nouvelle constitution. Son premier article stipule que la vie commence dès la conception. Conséquence, l'avortement est un crime absolu, interdit même en cas de viol ou de risque de mort pour la mère. Pour la députée, il s'agit de la culture du Salvador. Nous croyons qu'il faut défendre la vie dès sa conception. Nous pensons que la vie existe dès le jour de la conception et que tout le monde doit respecter cela. C'est notre constitution qui le dit, alors on ne peut pas... je veux dire, c'est comme si je venais en France et je disais « Oh, ça, je trouve que c'est pas bien ». Non, respectons la constitution de tous les pays. Le résultat de cette loi, c'est que des femmes vont en prison pour de très longues années, parfois jusqu'à 40 ans pour homicide. Qu'est-ce que vous en pensez? À partir du moment où la loi existe, elle existe. Et tout le monde doit l'appliquer. On ne peut pas dire « Oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de tuer quelqu'un » alors que c'est illégal. Non, la loi s'applique. La loi salvadorienne a une autre particularité, aux conséquences terribles. Puisque l'avortement est un crime, les médecins doivent signaler toutes les fausses couches et dénoncer les IVG sous peine d'être accusés de complicité de meurtre. Jorge est médecin dans un hôpital public. Il accepte de témoigner, mais il veut rester anonyme pour ne pas perdre son emploi. Dès que ces filles arrivent à l'hôpital, la première chose que font les médecins, c'est alerter les autorités. Avant même d'avoir fait un diagnostic, avant même de savoir avec certitude s'il s'agit d'une fausse couche ou d'un avortement. Alors qu'il faudrait faire des analyses, rechercher des médicaments sur le col ou dans l'utérus, et après seulement il serait possible d'avoir des certitudes. Mais en réalité, la plupart des médecins partent du principe qu'il s'agit d'un avortement. Par peur, parce qu'ils ont peur. Résultat, les femmes fuient les hôpitaux et meurent. Au Salvador, la mortalité maternelle est bien supérieure à la moyenne de l'Amérique latine. À la Maison des femmes, une association lutte pour la dépénalisation de l'IVG. Tous les mois, Maria Rosa, la psychologue, anime un atelier pour des anciennes prisonnières condamnées pour avortement. C'est quoi le plus difficile quand vous sortez de prison, quand vous retrouvez la liberté et que vous sortez de nouveau? C'est quoi le plus dur pour vous? Se réadapter. Moi, quand je suis sortie de prison, je suis restée 1 semaine enfermée à la maison, sans sortir. La peur, j'avais peur de tout. De voir des policiers. Parfois, ils montent dans les bus et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Gérer les traumatismes des anciennes détenues, mais pas seulement. L'association veut aussi faire changer la loi qui détruit ces jeunes femmes. Ce sont des personnes qui menaient des vies très simples. Elles avaient des familles, elles étaient en couple, elles n'étaient pas des délinquantes. Elles avaient une vie normale et tout d'un coup, on en a fait des criminels. Dans la prison de Ilopanga, une trentaine de ces femmes sont encore derrière les barreaux. Pour qu'elles puissent sortir un jour, le Salvador devra réviser sa constitution. Et c'est loin d'être gagné. Vous savez, mon mari est en prison, donc c'est important d'expliquer aux gens comment je suis tombée enceinte. Depuis le tout début du processus, j'ai informé tout le monde. J'ai été très encouragée. Tout le monde est très heureux. Centre-ville de Ramallah. Lydia en est à son 8e mois de grossesse. Dans quelques semaines, elle et son mari auront leur 2e enfant. Comme toutes les futures mamans du monde, elle prépare avec enthousiasme l'arrivée de son bébé. J'ai déjà tout, mais je viens encore racheter des vêtements. Mais la grossesse de Lydia n'a rien de banal. Son mari est en prison en Israël depuis 12 ans, accusé de terrorisme. Et l'État hébreu interdit tout contact physique entre les époux pendant les visites. Vous l'auriez en taille 1?
Lydia n'est pas la première femme de prisonniers palestiniens à tomber enceinte. 3 bébés sont déjà nés clandestinement, une quinzaine d'autres grossesses sont en cours. Des grossesses qui n'ont rien de l'opération du Saint-Esprit. Nous voici dans le très sérieux centre médical Razan à Naplouse, spécialisé dans la fécondation in vitro. L'artisan de ces miracles, c'est lui, le docteur Salem Abou Kaisaran. Certains prisonniers palestiniens sont emprisonnés pour des peines très longues, parfois à vie, et leurs femmes les attendent. Quand ils sortiront, il sera trop tard pour qu'elles aient des enfants. Donc pour les aider, on a pensé à la procréation assistée par fécondation in vitro. Le problème, c'est d'avoir un échantillon de sperme. Dans les prisons israéliennes, les visites se font derrière une vitre. Les conjoints sont fouillés méthodiquement, impossible d'échanger le moindre objet. Mais certains prisonniers palestiniens ont élaboré une technique secrète pour sortir leur sperme de prison. Un tour de passe-passe dont ils ne veulent pas parler devant une caméra. Une fois exfiltrés, les échantillons arrivent à la clinique où ils sont conservés comme un trésor de guerre, en attendant d'être inséminés. Ok. C'est de l'azote liquide. La température est à moins 196 degrés. C'est tellement froid que les échantillons sont préservés dans les meilleures conditions. Ils peuvent rester là pendant des années. Faire parvenir les échantillons jusqu'au centre médical relève du parcours du combattant et n'est pas sans risque pour les prisonniers palestiniens. On ne veut pas savoir comment la femme récupère les échantillons, mais c'est vraiment difficile. Et si les Israéliens les saisissent, ils vont les détruire et mettre les prisonniers à l'isolement. Ça s'est déjà produit d'après ce qu'on m'a dit. Le premier à avoir eu l'audace de passer outre l'interdiction, c'est le mari de Dalal. Derrière les barreaux depuis 16 ans, condamné à 27 peines de prison à vie pour des attentats. En août 2012 est né Mouhanad, le premier fils de prisonnier devenu la mascotte de la clinique. On l'appelle l'ambassadeur de la liberté. Je suis très heureuse. Après mes 2 premières filles, Mouhanad est un cadeau. Dalal a fait des émules. Les candidates à la fécondation in vitro sont nombreuses. Le docteur Abou Kaisaran reçoit des dizaines d'appels par semaine. Une success story face à laquelle l'État hébreu se dit sceptique. Pour l'administration pénitentiaire israélienne, ces histoires de grossesse miraculeuse sont un mythe. Dans le discours, tout est fait pour minimiser. Honnêtement, cela me semble assez fantaisiste. Du point de vue purement pratique, scientifique, cela me semble peu probable. Et si les femmes des prisonniers sont enceintes alors qu'elles n'ont eu aucun contact physique avec leur mari, il y a sûrement une explication, mais je me garderai d'en donner une. Faute de trouver une explication, les autorités israéliennes n'ont pour l'instant engagé aucune poursuite. Ce matin, Lydia a rendez-vous chez sa gynécologue pour une visite de routine. Bonjour docteur. Sur le plan médical, aucun problème. Mais dans une société islamique et conservatrice, les obstacles ne sont pas seulement scientifiques. Vous savez, mon mari est en prison. Donc c'est important d'expliquer aux gens comment je suis tombée enceinte. Depuis le tout début du processus, j'ai informé tout le monde. J'ai été très encouragée. Tout le monde est très heureux. Avant de se lancer dans une fécondation in vitro, Lydia a pris soin d'avertir sa famille, celle de son mari, mais aussi l'ensemble de son village. Elle est allée consulter l'autorité religieuse. Nous soutenons complètement ces familles. Il y a de nombreuses fatwas de différents courants qui disent que c'est autorisé, qu'il n'y a pas de problème. Dans le village de Lydia, tout le monde se sent concerné par son histoire. Ici, les murs sont tapissés de portraits de prisonniers. Rares sont les familles qui n'ont pas un fils, un père ou un oncle dans une prison israélienne. Tous les mardis, Lydia participe à une manifestation pour la libération des prisonniers palestiniens. Ici, sa grossesse prend des allures de combat politique. Elle est interprétée comme un pied de nez aux autorités israéliennes, même si son mari doit rester en prison jusqu'en 2026.
Sortir du sperme clandestinement, c'est très important. C'est un moyen de retrouver la liberté et de montrer que rien n'est impossible. Les prisonniers continuent à vivre, même si les autorités israéliennes essayent de les en empêcher. C'est un message pour la génération suivante. Rien ne les arrête, même pas la prison. Le fils de Farida, lui aussi, va devenir papa derrière les barreaux. Condamné à 15 ans de prison, son épouse est tombée enceinte par fécondation in vitro et c'est Farida qui a eu l'idée de cette grossesse. C'est même elle qui est allée récupérer l'échantillon de sperme à la prison. C'est vous qui êtes allée? Oui. Comment vous avez fait? Ça, c'est secret. Farida a eu 5 fils et une fille. Elle est déjà grand-mère, mais ce bébé qui arrive représente bien plus qu'un nouveau petit-fils. Quand mon fils a appris que sa femme était enceinte, c'est comme si une partie de son corps avait été libérée. Ça lui donne une raison de vivre. Les voisins de Farida avouent avoir été surpris par sa démarche avant de se rallier totalement à la cause. On est très heureux. C'est une victoire. C'est vraiment une bonne façon de retrouver de la liberté. Tous les prisonniers devraient faire pareil. Mon beau-frère est en prison à vie. Le problème, c'est qu'il est célibataire. S'il était marié, on pourrait essayer de faire la même chose. Ce matin, c'est le grand jour. Lydia vient de donner naissance à son deuxième enfant. Majda a à peine quelques heures. Il n'a encore aucune idée du symbole qu'il représente. Regarde comme il est beau. La naissance n'a plus rien d'un événement privé. J'aimerais tellement que ton père soit là. Dans la chambre, la famille de Lydia, mais aussi de nombreux journalistes venus rencontrer celui dont la seule existence est vécue comme un acte de résistance. C'est une sensation extraordinaire. Je ne peux pas la décrire. J'espère que toutes les femmes de prisonniers auront cette opportunité de tomber enceinte. C'est un sentiment indescriptible. Lydia n'a pas pu prévenir son mari. Elle espère qu'il apprendra la bonne nouvelle par la télévision. Farida, elle, attend avec impatience la naissance du prochain enfant héros.